Donc, dans ce webinaire éco aujourd'hui, donc c'est l'actualité des filières, volailles, de chair et demain il y aura le pendant en œufs, ovoproduits et lapins et on remercie donc, Maëva donc qui anime ce webinaire, de la revue Filières avicoles et le soutien des entreprises, partenaires, Biochem, CCPA et Tecna. Donc comme je disais, aujourd'hui c'est sur la partie, volaille de chair. Petit rappel des épisodes, précédents. Donc, 2022 pour rappel, hein, c'était une année d'une triple crise. On en avait pas mal parlé pour ceux qui avaient assisté au webinaire précédent. Donc à la fois la crise Covid, 2019 où il y avait encore pas mal de conséquences sur 2022. La crise IHP bien sûr et on n'en est pas, complètement sorti bien entendu. La guerre en Ukraine également qui avait, impacté beaucoup l'année 2022 et là encore il y aura des conséquences. Et alors pour 2023 où on en est de ces 3 crises? Alors sur la crise Covid-19, on verra, il y a encore quelques reliquats, mais on est vraiment revenu aux tendances d'avant Covid et on le verra sur certaines courbes, on est vraiment revenu dans le tendanciel d'avant Covid. Donc il y a beaucoup de choses qui ont désormais été effacées, on va dire, de cette période très particulière. Sur l'IAHP, il y a encore eu quelques foyers, présents. Il n'y a pas pour l'instant de vagues en 2023. On n'a pas connu des vagues de l'ampleur de 2022 et puis, il y a bien sûr la vaccination, des palmipèdes qui démarre, tout juste. Donc c'est ça l'actualité pour l'IAHP. Et enfin, sur, les matières premières, l'énergie, enfin sur pas mal de postes de charge, il y a une certaine «détente», entre guillemets, hein, des cours parce qu'on reste à des niveaux quand même extrêmement élevés. Mais en tout cas, on n'est plus du tout sur la phase ascensionnelle qu'on avait pu avoir, sur 2022, voire même, ça va être le cas pour l'énergie, on y reviendra, des baisses importantes. Donc avec une inflation globale qui restera dans des niveaux assez élevés, mais de moindre que ce qu'on a pu connaître, pour l'année vraiment, atypique de 2022. Donc, un retour un peu plus à la normale. Donc le sommaire pour cette, présentation, donc on a séparé ça en 4 grandes étapes. Donc le contexte des matières premières et un peu vous dire ce qui se passe et notamment, pour la partie, russo-ukrainienne. La consommation de viande de volaille, que ce soit à l'échelle européenne ou à l'échelle française. Le marché européen de la viande de volaille et enfin le focus sur la production de viande de volaille en France. Donc sur le contexte des matières premières, donc il y a vraiment toujours la guerre en Ukraine qui impacte beaucoup les choses, même si on est plutôt dans un moment de relative détente sur les cours. Donc si on regarde là sur les graphes, vous avez en fait deux présentations de graphes, hein, issus des cotations de la dépêche. Donc le blé à gauche et le maïs, rendu et les vinaigres à droite. Ce qu'on peut voir, donc vous avez la courbe de 2023 qui est en rouge sur les 2 graphes et on voit en fait que, pour ceux qui étaient là au précédent webinaire au mois d'avril, on était justement en train de passer en dessous, des cotations de l'année, non pas 2022 qui était très, très élevée, mais même de 2021. Et pour le blé, bah, on est à nouveau, au mois d'août, on était à nouveau en dessous de la cotation de 2021. Donc, 2022, c'est celle en noir très, très au-dessus et 2021 et 2023 sont à peu près dans les mêmes, ordres de grandeur. Et puis pour le maïs, c'est un peu la même chose, voire même un peu plus significativement en dessous, puisque la courbe rouge, vous voyez, de 2023 est bien en deçà de celle de 2021, même si on a eu une petite remontée dernièrement. Pourquoi en fait on retrouve, des prix plutôt alors qui restent très élevés, hein, parce qu'en orange, vous avez la moyenne olympique de 2015 à 2019, donc c'est-à-dire vraiment les années d'avant et vous voyez qu'on est quand même bien loin de ces années-là. On reste quand même bien plus élevé. Mais pourquoi on a quand même une, relative détente? Et bah, c'est surtout lié en fait aux fondamentaux de marché, c'est-à-dire en gros qu'on retrouve de la production, de la hausse de rendement dans certains pays qui avaient été très touchés l'année dernière par la sécheresse, donc notamment dans toute la zone européenne et Ukraine et Russie également, où là on retrouve des rendements céréales plus meilleurs, quoi, plus favorables que l'année précédente. Et puis on a aussi pour le maïs notamment, en Amérique du Sud et notamment au Brésil, des rendements assez records qui viennent compenser par contre d'autres pays qui sont plus à la peine, comme les États-Unis où il y a pu avoir aussi des problèmes de sécheresse ou le Canada, voire en Australie où là par contre on a plutôt eu, des effets, climatiques plutôt négatifs. Sur, le tourteau de soja et le tourteau de tournesol et là on a un peu les mêmes effets, donc on est
quand même un peu plus élevés puisque là, vous voyez que la courbe de 2023 en rouge se situe entre les courbes de 2021 et 2022 pour, le soja à gauche et pour le tourteau de tournesol par rapport à 2022, on voit sur le graphe de droite qu'on est, légèrement en dessous, même si on arrive à des niveaux, pour le mois de juillet et août assez proches. Donc là, c'est pareil, donc en fait, il y a eu plutôt les fondamentaux de marché sont plutôt, favorables, notamment, pareil au Brésil et en Amérique du Sud plus globalement. Par contre, il y a quand même toujours, pourquoi ça baisse pas plus, c'est qu'il y a quand même des demandes, il y a du débouché, toujours important et notamment sur les biocarburants qui tirent un peu les prix et qui les empêchent de descendre plus bas. Alors, petit focus, on avait déjà, pour ceux qui étaient là, dans les webinaires précédents, raconté un peu où on en était de cette, saga, sur les exportations, céréales en mer Noire. Là, c'est pour vous faire un petit point à date de où on en est sur le sujet. Donc pour rappel, la mer Noire, hein, donc c'est la mer, entre Russie et Ukraine, c'est 30 du commerce mondial du blé, donc c'est énorme sur les échanges mondiaux et il y a eu un accord, hein, qui avait été, en fait, il y a même 2 accords. Il y en a un, avec, l'ONU et un avec l'Union européenne et ça a permis d'exporter 33 millions de tonnes de céréales jusqu'à la suspension, tout dernièrement. Pour rappel, donc en fait, quand il y a eu le conflit entre Russie et Ukraine, il y a, eu en fait la signature d'un accord en juillet 2022, donc entre l'Ukraine et la Russie et c'est la Turquie qui a organisé tout ça, sous l'égide de l'ONU, pour 120 jours, pour en fait autoriser, en gros, c'est la Russie autorise, les Ukrainiens à pouvoir, sortir leurs céréales, de leur port, pour 120 jours. Et puis, l'accord prévoyait en fait le recours, la reconduction possible, par période de 120 jours, sauf si, l'une des 2 parties dénonçait cet accord. En fait, cet accord, il a été prolongé plusieurs fois. D'abord en novembre 2022 pour 120 jours, supplémentaires, puis en mars 2023, mais là, c'était plus que pour 60 jours, puis en mai 2023, mais là également plus que pour 60 jours. Et les 60 jours, à chaque fois, c'était sur demande de la Russie. Et en fait, la Russie, n'était pas très favorable enfin, elle s'en sert en fait comme un levier, elle n'était pas très favorable à sa prolongation de cet accord, puisqu'elle estime qu'elle est lésée, par rapport à ses propres exportations, alors que ce soit de céréales, mais surtout en fait sur les engrais, hein, la Russie étant un très grand pays, producteur et exportateur d'engrais. Et puis d'autres conditions, notamment le retour des banques russes dans le système international, de reconnaissance des banques, là, le système SWIFT. Donc bref, il y avait un certain nombre de prérequis pour la Russie pour que cet accord soit de nouveau reconduit. Et elle avait mis plusieurs fois en fait des alertes. Il y a eu quasiment à chaque prolongation, il y avait toujours une petite alerte de dernière minute. Ça s'est toujours conclu quasiment la veille ou l'avant-veille, sous menace à chaque fois du même côté de la Russie. Et en fait, le 17 juillet 2023, où on espérait une nouvelle reconduction de l'accord, là, la Russie a mis fin à cet accord-là. Ce qui a créé à très court terme une perturbation, sur les marchés, ce qui était attendu, hein, puisqu'on savait que c'était un peu l'épée de Damoclès sur la stabilité des marchés. Mais finalement, comme l'Ukraine a décidé de poursuivre, malgré la non-reconduction de l'accord, les exportations, et ben ça a fini par redétendre quand même les cours. Et puis, les cargos, qui partent des ports d'Odessa et d'autres, ports de la mer Rouge ont repris, leur travail. Donc en fin août 2023, donc on va dire un peu plus d'un mois après la fin de l'accord, il y avait, quand même eu 270 000 tonnes qui avaient été détruites dans les ports ukrainiens par les Russes. Donc les Russes avaient bombardé pas mal, les ports et menacé de bombarder aussi, tous les bateaux qui sortiraient des ports puisqu'il n'y avait pas leur autorisation, de l'exportation. Mais finalement, le 23 septembre, donc presque 2 mois plus tard, il y a le premier cargo qui a pu, avec 3 000 tonnes de céréales, qui a pu sortir des ports, ukrainiens et débarquer en Russie. Et depuis, il y en a eu, un certain nombre d'autres, qui fait que voilà, les exports ont repris avec quand même, une fragilité. L'accord permettait quand même de sécuriser, notamment, bah, les cargaisons, les équipages, et cetera. Là, c'est un peu plus, enfin beaucoup plus risqué puisqu'on ne sait jamais si la Russie, ne va pas réattaquer, à la fois les ports ou les bateaux. Donc pour l'instant, ça se poursuit. Pour l'instant, du coup, les cours restent relativement détendus, même si je disais on était dans des niveaux assez élevés. On reste quand même à des niveaux, plus faibles que ce qu'on a connu en 2022 parce qu'il y a cette possibilité d'exporter. Surtout que, comme je l'ai dit juste avant, en termes de production,
Ce sont 2 pays, très gros exportateurs de céréales, tournesol également, pour l'Ukraine, enfin, 2 gros pays exportateurs de matières premières et qui ont connu plutôt des récoltes, tout à fait favorables, en 2023 et donc qui sont très importantes pour les équilibres au niveau mondial. Il faut savoir aussi que la Russie, avait mis aussi dans la balance le fait que, elle allait exporter, gracieusement, dans les pays africains qui sont très dépendants dans certains pays africains qui sont très dépendants, des importations de cette zone-là du monde. Donc il y a vraiment enfin là, on est vraiment dans un jeu de géopolitique. Donc les fondamentaux, on va dire, des récoltes et cetera sont plutôt, positifs. Après il reste cette grosse, incertitude sur plutôt le contexte géopolitique. Alors tout ça, ça a des impacts bien sûr sur, un certain nombre d'indices ou d'indicateurs. Donc là, on vous représente comme à chaque fois le où on en est sur l'indice Itavi, poulet standard, donc il y a pour toutes les espèces, mais là on a repris celle pour le poulet, hein, bien sûr. Donc bah, cette détente sur les cours des matières premières, comme l'indice, il est directement connecté aux cotations et ben, on retrouve une baisse de l'indice Itavi. Alors pour rappel, hein, l'indice Itavi, c'est un indice coût matières premières, hein, donc c'est bien les matières premières, à l'arrivée d'une usine, fictive, située en Ille-et-Vilaine. Donc après, il faut pas oublier de tenir compte, notamment sur la partie énergie, des coûts de fabrication, de transformation derrière, de l'aliment. Néanmoins, du coup, l'indice Itavi, en 3 ans, il avait progressé de 67 si on regarde de janvier 2020 à janvier 2023. Mais là, actuellement, sur les derniers, là, entre juillet et août, et même en septembre, on retrouve en fait, en septembre 2023, le niveau de septembre 2021. Donc on retrouve donc avec une valeur de 121 points, on retrouve en fait l'avant conflit, ukrainien. Quand on regarde, sur d'autres indicateurs dans les autres pays, sur des indicateurs, aliments, notamment Allemagne, Pays-Bas, Pologne, Espagne, on va retrouver en fait des évolutions et l'indice Itavi, vous le voyez, il est en pointillé, noir là sur ce graphe et en fait vous retrouvez dans un mouchoir de poche, on va dire Allemagne, Pays-Bas, Pologne et Espagne dans ces mêmes ordres de grandeur que ce qui a pu se passer pour l'indice Itavi. Alors l'indice Itavi peut être des fois plus réactif, hein, on le voit à certains moments, notamment, au niveau du mois de mai, était celui qui avait le plus progressé par rapport à d'autres qui sont un peu moins réactifs. Mais là, au niveau de la baisse, par contre, il est aussi plus réactif à la baisse. Et ça, on le voit bien sur ce graphe. Néanmoins, c'est vraiment de toute façon, les fondamentaux sont les mêmes dans les différents pays, donc on voit bien que la tendance est la même de ce qu'on retrouve dans les autres pays de l'Union européenne. Sur d'autres cours, de matières premières importantes, notamment sur l'énergie, donc on a parlé des matières premières, mais il y a aussi l'énergie qui avait été beaucoup, beaucoup impactée en 2022. Donc là, vous avez les cotations à la fois du pétrole et du gaz naturel. Donc le pétrole, c'est le WTI, là, le type de pétrole qu'on regarde pour le niveau mondial. Et en fait, vous voyez, donc c'est la courbe noire, que le pétrole, s'il avait connu une forte baisse, en fait, au niveau de je vais mettre le pointeur. Normalement, là, vous devez voir mon pointeur. Il avait connu une forte baisse, vers la fin de 2022 et même au début 2023, il était à un niveau toujours assez élevé, hein, mais plutôt, avec une tendance à la baisse. Là, il est plutôt reparti à la hausse sur ces derniers mois et on le voit d'ailleurs, à la pompe. Par contre, le gaz naturel, lui, donc c'est la courbe bleue. Il avait connu une très forte hausse aussi, bah, pareil suite au conflit, avec la Russie. Mais il avait connu une très forte, redescente en tout début 2023 et là, il retrouve plutôt une certaine stabilité comme on lui connaissait avant, hein, par rapport au pétrole qui varie depuis toujours, hein. Le gaz naturel était beaucoup plus stable et là, on retrouve cette certaine stabilité, qui est au niveau plutôt de ce qu'on avait, bah, en début de 2021, quoi. Donc sur le pétrole, il y a une remontée, plus récemment, donc là, on va dire, on reste quand même sur des tendances aussi qui réévoluent à nouveau. Autant, sur le gaz naturel, là, on est plutôt quand même revenu à des niveaux beaucoup plus, habituels, enfin beaucoup plus, proches de ce qu'on connaissait il y a quelques temps. Si on regarde sur des indicateurs un peu agrégés que sont l'IPAP, donc le prix des produits, agricoles à la production et l'IPAMPA qui sont les prix d'achat des moyens de production agricole, hein, qui sont deux indices qui sont publiés par l'INSEE. En fait, vous avez donc l'IPAP qui est en orange clair et l'IPAMPA en orange foncé
et vous voyez que sur ces 2 indices, on avait eu une forte hausse sur 2022 et puis, bah, voilà, une même détente, sur le début de 2023, sur le premier semestre 2023. Donc quand on regarde sur l'IPAP plus en détail, en août 2023, on a -7,4 après déjà une baisse de -5,4 en juillet et -5,7 en juin. Donc on a vraiment, amorcé une tendance, de baisse, mais on reste quand même toujours 13,1 au-dessus des niveaux d'août 2021. Donc on reste, même si on est sur la pente, descendante, on reste quand même à des niveaux très élevés. Et l'IPAMPA, donc là, il avait, même eu un petit, on le voit, hein, la fin de la courbe, un petit rebond là en août de +0,9 mais il avait baissé de 0,9 en juillet, de 1,1 en juin. Et si on regarde par rapport à l'année précédente, le même mois, mais l'année précédente, on était à -5 après -5,4 et -4,8 donc pareil, on est vraiment sur une tendance à la baisse. Mais comme pour l'IPAP, on est quand même toujours bien plus élevé puisqu'on est toujours 18,3 plus élevé qu'en août de 2021. Sur l'inflation, il y a aussi effectivement des conséquences. Donc là, c'est l'inflation, inflation pour l'intégralité des biens, hein, et pas uniquement sur l'alimentation. Et donc on voit qu'on a des tendances, on était passé à des montants d'inflation mensuels à plus de 6 sur l'année de 2022. Et là, on est plutôt à des +4,9 donc en août, donc plutôt à moins de 5 de hausse d'inflation par mois. Donc on est plutôt sur une inflation qui rediminue un petit peu par rapport à ce qu'on a pu, connaître en 2022, mais qui reste quand même ça reste à des niveaux d'inflation, importants. Quand on regarde là sur un rétrospectivement par rapport à toutes les années 2016 jusqu'à 2020, on était à des inflations, quasiment, très, très faibles, voire nulles, voire même, on a eu des périodes de déflation. Bon, bah, là, on en est quand même bien loin. Donc on a plutôt des tendances, qui devraient continuer à baisser selon les différents experts économistes de Banque centrale européenne, Banque mondiale et cetera, plutôt perte encore sur 2023, 2024 et 2025, sauf événements, qui viendraient perturber ça, bien entendu. Mais on reste quand même à des niveaux, d'inflation, plus élevé, alors peut-être aussi plus, courant pour ceux, qui se projettent qui refont rétrospectivement à plus ancien terme. On était à ces niveaux-là entre 2, 3, 4 d'inflation, c'était très, très basique. C'est vraiment la période de ces dernières années qui était peut-être, plus atypique sur des séries longues, quoi. Et puis autre chose qui paraît important aussi de rappeler, c'est le cours des devises, hein, notamment la parité euro-dollar. Donc on avait connu, pour ceux qui s'en souviennent, on était passé, un euro égale un dollar, vers la fin de l'année 2022. Donc là, on rappelle, l'euro a perdu en rapport de force par rapport au dollar. Donc on est plutôt à 1,10 € pour un dollar. Et bah, pour rappel, ça a pas forcément que des effets, délétères, ça dépend des sujets, mais plus l'euro est fort, plus c'est facile, du coup, d'importer, par rapport à des pays tiers. Mais par contre, c'est plus difficile d'exporter et à l'inverse, un euro faible, bah, c'est plutôt, favorable pour nos exportateurs et défavorable pour nos importateurs. Donc sur la consommation, de volaille, donc en France et en Europe. Alors déjà, petit rappel sur la consommation de viande en général et puis après on fera bien sûr le focus sur la volaille. Donc ça, c'est le rapport, annuel que produit FranceAgriMer là sur, les produits carnés. Il faut savoir que la consommation de viande en France en 2022, elle a augmenté de 0,8 donc on a toujours tendance à dire en fait que la consommation de viande, décroît en France. Ça a été le cas, jusqu'à un certain nombre d'années, mais depuis ces dernières années, depuis la dernière décennie, on est plutôt, en stabilité, voire légèrement en progression, puisqu'on avait déjà progressé l'année dernière et on reprogresse, cette année avec 0,8. Ces 0,8 en fait se découpent de 2 façons. Déjà, il y a la production, la population qui augmente avec 0,3 d'accroissement. Donc ça, c'est un premier moteur de la hausse de la consommation. Et puis le deuxième moteur qui est même plus fort, c'est la hausse de la consommation par habitant, donc avec 0,5 de consommation de viande par an par habitant en plus. Donc c'est un passage en gros de 84,9 kg de viande par an par habitant à 85,2 kg de viande par an par habitant. Donc on est plutôt en croissance de consommation.
Par contre, tout de suite et c'est d'ailleurs rappelé dans le rapport et on le reverra, le focus sur la volaille, ça se fait cette hausse de croissance de la consommation française de viande par des importations, avec 11,5 d'importations en plus sur une année et donc ça vous donne un chiffre de 30 de la consommation de viande en France qui est importée, tout confondu. Alors on le verra sur la volaille, c'est encore plus important, bien sûr. Sur la baisse de sur la consommation de volaille, elle est plutôt en hausse globalement, on le voit sur le graphe de gauche entre 2002, 2012 et 2022, vous voyez la part relative de la volaille a plutôt eu tendance, à s'accroître. Par contre, là, sur la toute dernière année 2022, on a plutôt une légère baisse, hein, moins 0,4 qui est liée à, en fait, à un effet, IHP, donc là, c'est plus un effet conjoncturel. Structurellement, on devrait continuer à avoir cette croissance de la volaille, au détriment des autres consommations des autres espèces pour la viande. Mais il y a une grande différence déjà sur ces moins 0,4 là sur l'année dernière, avec toujours, et on le reverra aussi plus en détail sur les chiffres ensuite, une croissance sur le poulet avec plus 4,7% en poulet, alors qu'en dinde, on est à moins 11,6 et moins 26,4% en canard. Si on regarde maintenant, si on situe la France par rapport à ses voisins européens, bah, on voit en fait, donc vous avez 2021 sur chaque histogramme, 2021, 2022, 2023 et dans la plupart des pays, alors on avait souvent eu un petit recul en 2022, bah, par un effet IHP qu'on retrouvait dans pas mal de pays. Et là, on retrouve plutôt en 2023, malgré un contexte toujours quand même inflationniste, hein, puisque bien sûr l'inflation ne concerne pas du tout que la France, voire même la France était plutôt pas le plus touché des pays, notamment par rapport aux pays d'Europe de l'Est. Donc là, on est plutôt sur des tendances à la hausse dans la plupart des pays par rapport à l'année précédente. Si on regarde en fait les pays qui consomment le plus de viande par an, par habitant, bah, on a toujours le Portugal, la Hongrie, l'Espagne. La France est quand même pas très très loin derrière et même au-dessus du coup de la moyenne de l'Union européenne à 27. Et bien au-delà de Pologne et Allemagne notamment. Et si on multiplie en fait la consommation de viande par habitant fois le nombre d'habitants, du coup la France est le premier pays consommateur de viande de volaille en Europe. Alors, comment se fait cette hausse de consommation? En fait, ça c'est quelque chose qu'on vous montre assez régulièrement et là on a une tendance de fond qui se poursuit. C'est la RHD qui continue en fait de tirer en fait la consommation de volaille. Donc là à gauche vous avez sur le graphe la consommation de viande à domicile, de viande de volaille à domicile, donc en orange clair, et en orange foncé la consommation totale de viande de volaille. Donc le différentiel entre ces deux courbes, c'est la RHD. Alors on avait cet artefact, je disais, il y a des reliquats du Covid, hein, donc on avait cet artefact sur 2020 surtout, un petit peu 2021, mais surtout sur 2020, bah, c'est l'effet confinement et l'effet Covid, où là on avait retrouvé de la consommation à domicile et une décroissance parallèlement, on va dire, de la consommation RHD. Mais au-delà de cet artefact spécifique Covid, si on regarde les tendances de fond, on a plutôt vraiment toujours la part de la RHD qui progresse et la part de la consommation pardon, à domicile qui diminue. Si on regarde année après année, donc là vous avez, alors c'est pas, attention, hein, il y a des pas de temps qui sont différents entre les années. D'abord des pas de temps de 5 ans et puis après on vous a mis toutes les années 2019, 20, 21, 22, 23. 23 bien sûr en estimation. Et vous voyez, à part pareil, un peu l'artefact 2019-2020, là, on a un peu des années particulières liées au Covid. Sinon, on a vraiment une tendance de la RHD qui continue de croître, avec maintenant un ratio de 65 de la consommation de la volaille qui se fait à domicile et 35 qui se fait via la RHD. Quand on regarde maintenant au niveau des espèces et des types, on a une consommation de viande de volaille par espèce qui continue d'être phagocytée, on va dire, par le poulet. Quand on regarde le poids du poulet relativement dans la consommation totale des volailles par les ménages, on était à un peu moins de 2 tiers en 2015. On était passé à 3 quarts sur les dernières années, entre 2021 et 2022. Et là, on est quasiment à 4/5, on dépasse les 80% en tout cas, sur le poulet, là, pour les premiers chiffres de 2023, qu'il faudra bien sûr consolider quand l'année 2023, on aura complètement tous les chiffres de validés. Mais on continue vraiment cette croissance du poulet, au détriment d'un peu l'ensemble des autres espèces. Alors avec des particularités, notamment le canard qui avait connu une très forte baisse, mais là vraiment liée à l'effet IHP.
Mais la dinde ou la pintade ou les autres espèces sont plutôt aussi en décroissance, alors avec un effet IHP aussi, mais quand même moindre que pour le canard. Donc vraiment le poulet qui continue en fait son ascension, et qui nous fait passer, on va dire, de la France qui avait toujours cette particularité d'avoir beaucoup d'espèces différentes, se retrouve, de plus en plus proche de ses voisins, européens, voire mondiaux, qui sont, énormément sur le poulet. Alors ensuite, quand on regarde dans le poulet, donc là on est, sur la répartition des achats de poulets, par grand type. Est-ce que ce sont des entiers, des découpes ou des élaborés? Là par contre, on va voir quelque chose d'un peu différent par rapport à ce qui se passait jusqu'alors. Pour l'instant, depuis, des années, on avait la proportion des entiers qui diminuait, fortement, heu, au profit en fait, du poids, relatif des découpes et des élaborés. Donc ça, c'était, très, très fort, hein, quand on voit sur du long terme, on a vraiment, cet effet, de la disparition, enfin, en tout cas, de la forte diminution, du volume des entiers par rapport aux 2 autres, modes de découpe et d'élaborer. Et en fait, sur 2022, et 2023, là, quand on regarde sur les estimations du 1er semestre 2023, on a une espèce de ralentissement, voire d'arrêt de cette progression. Donc les entiers résistent plutôt mieux que d'habitude, ils sont quasiment à la stabilité. Les découpes progressent légèrement et même les élaborés, qui sont les plus coûteux, on va dire, d'un point de vue, au kilo, voient même une légère régression, ce qui est quand même un peu une première depuis des années. Et donc là, on met ça directement, lié à un effet inflation, hein. Ça reste des produits, on disait, le plus onéreux, au kilo de viande. Et donc, en fait, ça se fait, plutôt, au profit, des produits les moins chers au kilo, notamment le poulet entier, qui, pour une fois, arrive en tout cas, à ne plus, diminuer ou quasiment rester à la stabilité. Et ce qui est intéressant aussi de noter dans les achats, notamment sur les découpes, c'est aussi la progression, et on le reverra ensuite, de certains morceaux qui étaient un peu en perte de vitesse. On avait les filets qui continuaient de progresser, et là, on retrouve les cuisses qui sont beaucoup, beaucoup moins onéreuses que les filets, qui retrouvent en fait de la croissance. Et d'ailleurs en RHD, c'est pareil, ça fait un moment qu'on entendait parler, que, les cuisses étaient assez demandées, dans la restauration, puisque, déjà c'est gustativement, c'est très, très, très bon aussi, une cuisse de poulet, et ça permet en fait d'avoir quand même des prix, bien moins élevés que le filet qui commençait à atteindre des prix, importants avec l'inflation. Donc quand on regarde justement le détail, donc là vous avez la dynamique de la consommation à domicile. Donc ça c'est les données, Kantar pour FranceAgriMer. Donc sur le total de la volaille, sur les achats des ménages en viande de volaille, sur le total, on est plutôt donc en orange clair, c'est les volumes, et en orange foncé, les prix. Donc en baisse légère sur les volumes, on en a parlé tout à l'heure, et plutôt en évolution, sur les prix, donc on a toujours cet effet, inflation. Sur le canard, on a bien sûr un peu cet artefact, si je puis dire, de l'effet IHP, qui fait qu'il y a beaucoup moins de disponibilité, donc on retrouve ici sur les volumes, la patate dans une moindre mesure, mais qui peut être aussi touchée par ça. Et du coup, sur le canard, en conséquence, la loi de l'offre et de la demande, on va dire, où il y a une évolution des prix plus importante que sur le reste. Et par contre, on voit sur les cuisses, notamment, j'en parlais, des progressions à la fois et en volume et en prix, puisque ce sont des morceaux qui sont pas mal demandés, puisque intéressants d'un point de vue prix. Si on regarde maintenant dans les différents segments, et notamment ce qui se passe sur les SICO, sur les 6 mois 2023, 6 premiers mois de 2023 par rapport aux 6 mêmes mois de 2022, on a une progression, du prix du coup sur le poulet pack, mais même vous voyez une légère progression, ce qui est quand même assez, nouveau, en volume, même si elle est très légère, on va dire, en tout cas on s'approche d'une stabilité. Sur le label rouge, on est à une petite diminution quand même en volume, mais aussi, toujours les mêmes ordres de grandeur sur le prix. Par contre, celui qui continue de décroître, c'est le poulet bio, où là on a quand même une forte, chute, des volumes, et là pareil directement, lié à un effet inflation. On commence à atteindre des prix, pour le bio qui dissuade le consommateur et qui peut se tourner vers d'autres, types de produits. Donc maintenant on va attaquer le marché européen de la viande de volaille, et là vous allez voir, on a fait pas mal de focus, justement sur l'Ukraine, parce que c'est là où il y a des choses,
importantes ou intéressantes qui se passent. Bon, déjà donc sur la production européenne, là, quand on voit sur les principaux pays producteurs, c'est sur les 5 premiers mois de 2023 par rapport au même mois en 2022-2021. À gauche, vous avez le poulet, à droite, vous avez la dinde. Vous pouvez voir que sur la plupart des pays, on retrouve plutôt une production en hausse, la France, étant un peu positionnée différemment. On n'est que sur 5 mois, hein, donc il faudra aussi, regarder sur une année complète. Ce qui se passe en fait, c'est qu'on retrouve en fait, suite à l'IAHP, un retour de la production dans les pays qui avaient été touchés. C'est pour ça d'ailleurs qu'en France, on est encore sur un pourcentage, à la baisse, parce qu'on est toujours sur le rebond, de 2022 qui a été une année très compliquée. En dinde, on le voit encore plus de façon plus spectaculaire puisque vous avez, alors un petit peu, c'est 13 c'est pas rien sur le poulet, mais encore plus fortement, sur la dinde. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, l'Italie avait été très touchée, sur, la filière dinde par rapport à l'IAHP. L'Italie, c'était vraiment le pays avec la France, hein, qui a été le plus touché par l'épizootie. Et donc là, on le retrouve ici, en fait, hein, avec un retour de la production d'Inde, même si on est encore inférieur à ce qu'il y avait en début, 2021. Donc plutôt, on va dire, une production européenne qui globalement se redresse avec quand même des différences entre pays et la France peut des fois être un peu concernée. On n'est que sur 5 mois, donc il faudra regarder sur du plus long terme, mais on est plutôt dans des voyants plus au vert, si pareil, s'il n'y a pas de nouvelles crises qui se propagent, bien entendu. Sur les prix, on a eu, donc là pareil, si on regarde sur du plus long terme, on reste dans des prix très élevés par rapport à 2019, par rapport à 2020, on est beaucoup plus élevé. Mais si on regarde par rapport à 2022, on avait connu vraiment une forte hausse. En 2023, on reste dans ces mêmes ordres de grandeur, mais on ne progresse plus, voire on se détend légèrement. Donc à gauche, vous avez le prix, la cotation en fait, sur le marché polonais, le prix du poulet entier classe A. Donc là, on voit plutôt sur les derniers chiffres de 2023 que voilà, on repasse en dessous de 2022, même s'il y a eu il y a des petits aléas. Et puis sur la cotation ABC, donc pour rappel, hein, c'est la cotation pour les pays Belgique et Pays-Bas, et notamment qui concerne pas mal nos éleveurs du nord de la France qui sont concernés pour la production qui est envoyée vers les abattoirs belges. Donc là, vous voyez pareil, sur du plus long terme, sur 2019-2020, on voit qu'on était 2021 dans des tendances beaucoup, beaucoup plus faibles en euros du kilo vif. Mais là, par rapport à 2022 avait un peu explosé, mais 2023, on est plutôt au même niveau, voire même légèrement en dessous sur la fin de la courbe. Donc en tout cas, on n'est plus en progression forte, mais on reste à des niveaux très élevés. Pour rappel, hein, c'est plus 46% quand même en 2 ans, donc c'est loin d'être négligeable. Donc on verra, c'est notamment l'effet Ukraine qui pèse sur les prix. Quand on regarde justement sur les importations au niveau européen en provenance des pays tiers, donc là c'est le prix de la viande désossée de poulet de filet rendu Pays-Bas ou Allemagne par origine. Donc vous avez Brésil, Thaïlande, Ukraine, qui sont les 3 pays tiers, les plus importants. Puis après vous avez la Pologne qui n'est pas un pays tiers, mais c'est pour vous comparer, par rapport à notre voisin européen. Et ben, quand vous regardez les différentes, courbes, donc on avait une hausse importante sur la Pologne qui est elle plutôt, en frais, alors que les autres sont plutôt sur du congelé. Et donc on voit vraiment la hausse qu'on a eue sur l'ensemble, des 4 origines sur, de toute l'année 2022, on va dire. Et puis là, sur le début de 2023, on est plutôt quand même à une détente, même s'il y a un petit rebond là sur certaines courbes pour les derniers chiffres disponibles. Donc une évolution de prix entre mai 2023 et 2022 qui est en baisse partout, mais surtout très marquée, sur l'Ukraine. Alors si on fait justement un peu le focus, après sur le niveau des importations et notamment sur la partie ukrainienne, donc les importations sont records en poulet depuis les pays tiers au niveau de l'Union européenne. Si on regarde pour l'Union européenne, vous voyez, donc à gauche, vous avez les importations de l'Union européenne depuis les pays tiers en viande de poulet sur les 6 premiers mois de 2023 par rapport à 2022. Donc le Brésil, qui reste quand même de loin le premier pays duquel on va importer la viande de volaille en Europe, et enfin du poulet principalement. Donc on est à plus 1%, donc on est quasiment à la stabilité sur le Brésil, mais qui reste quand même de très loin le premier pays qui exporte vers l'Union européenne. En Ukraine, c'est là où c'est l'évolution la plus significative, la plus impressionnante, puisque là, en fait, on est passé à plus 70% par rapport aux 6 mois de 2022. Mais si on regarde sur 2 ans, c'est plus 227% en provenance d'Ukraine. Donc là, pareil, 6 mois, on consolidera avec l'année complète, mais on voit vraiment les ordres de grandeur, ils se situent ici. La Thaïlande, là, il y a eu un peu de progression, mais il y avait une baisse l'année dernière, donc finalement, bon,
va dire, on est dans des évolutions plus relatives et le Royaume-Uni, parce que depuis qu'il est sorti de l'Union européenne, c'est un pays avec lequel il y a pas mal d'échanges. En fait, le pays se détourne un peu des échanges avec l'Union européenne, duquel il était très, très proche, vers d'autres pays tiers. Donc lui, si on regarde par rapport au pays du Royaume-Uni, il se détourne petit à petit de l'Union européenne pour l'ensemble des produits. D'ailleurs, c'est pas vrai que pour le poulet, même si ça reste un partenaire de premier plan, hein, mais pour se tourner vers des origines de pays tiers. Et donc, si on regarde après, donc là, c'était pour l'Union européenne complète. Si on regarde maintenant pays par pays de l'Union européenne, lesquels importent depuis l'Ukraine, bah, vous avez les Pays-Bas, où là, pareil, c'est assez spectaculaire, la hausse de poulets d'origine ukrainienne qui sont importés aux Pays-Bas. Mais il y a d'autres pays, puis on fera un focus, notamment des pays frontaliers de l'Ukraine. La Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, là, a même un peu baissé, mais elle était en forte hausse avant, ou d'autres pays, mais qui sont sur des petits volumes, hein, donc les effets relatifs sont tout de suite impressionnants, mais qui peuvent être à des évolutions à 3 chiffres d'importation en provenance d'Ukraine. Donc là, on voit que c'est un peu tous les pays qui sont concernés, mais notamment soit les pays qui sont des importateurs de pays tiers comme les Pays-Bas, soit des pays frontaliers de l'Ukraine. Quand on regarde maintenant le poids de l'Ukraine dans les imports de l'Union européenne depuis les pays tiers, si on regarde ce qui est vraiment impressionnant, c'est sur le pas de temps, hein, parce que on n'est pas sur des séries de 10 ans là, hein, on est sur à chaque fois c'est 1 an par rapport à l'année précédente. Donc entre les 6 mois 2021, 6 mois 2022 et les 6 premiers mois de 2023, on passe à une progression du poids de l'Ukraine de 10% des importations de l'Union européenne sur le premier semestre 2021, à 16% en 2022, à 25% en 2023. Donc vous voyez, une fois 2,5 en l'espace de 2 ans. Donc c'est vraiment très impressionnant. Le Brésil qui reste quand même à des ordres de grandeur importants, et c'est plutôt les autres pays finalement qui retrouvent une part relative plus faible. Et quand on regarde la ventilation des imports de poulet depuis l'Ukraine par les différents États membres, donc vous avez les Pays-Bas qui pèsent énormément, et même on a vu qu'ils sont en progression, mais quand on regarde en part relative, finalement, leur part relative, elle diminue, même si en volume absolu, en quantité, ça continue d'augmenter, leur part relative diminue, parce qu'en fait, il y a tous les autres pays qui commencent à importer aussi directement depuis l'Ukraine. Et donc je reviendrai, hein, mais pour l'Ukraine, il y a vraiment l'effet, bien sûr, des droits de douane nuls qui ont été reconduits pour une année supplémentaire, qui avaient lieu pour 1 an et qui ont été reconduits en juin pour une année supplémentaire. Donc c'est directement cet effet-là, bien sûr, qu'on retrouve. Quand on regarde vraiment sur les pays Union européenne, les pays sur lesquels il y a les progressions les plus fortes, donc il y a la Pologne notamment. Donc la Pologne, généralement, c'est un pays qui exporte beaucoup vers ses voisins européens, mais plutôt de sa production nationale. Là, on voit finalement que c'est un pays qui commence aussi à importer de façon non négligeable, notamment depuis l'Ukraine. En fait, le poids de la Hongrie, de la Roumanie, de la Slovaquie dans les exportations de poulet, dans les expéditions de poulet intra-UE passe de 5,8% à 2022 à 7,5% en 2023. Donc ça reste pas par rapport aux Pays-Bas, tout ça, c'est pas du tout, la Pologne, c'est pas du tout dans les mêmes poids. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est des pays qui étaient assez faibles sur les réexpéditions et finalement qui commencent à prendre du volume. Et si on rajoute Pologne et Pays-Bas à ces autres pays frontaliers, donc on passe de 59% à 65% en 2023 sur le premier semestre. Et donc en fait, ces pays frontaliers et les Pays-Bas, c'est vraiment les points d'entrée du poulet ukrainien vers l'Union européenne, sachant qu'après, ils peuvent réexpédier, ça on en avait déjà pas mal parlé dans les différents webinaires, ils peuvent être réexpédiés vers les autres pays européens, notamment quand vous avez une étape de transformation, de préparation ou autre sur le pays d'entrée. Après, il est très difficile de tracer le produit jusqu'à l'assiette du consommateur quand il peut être réexporté vers d'autres pays européens, dont la France, qui, on le verra tout à l'heure, importe très peu en direct d'Ukraine, même si ça progresse aussi, mais qui importe beaucoup de ses voisins européens des produits qui peuvent venir de pays tiers. Donc les échanges globaux intra-UE ont baissé de 2%, tandis que les expéditions depuis les principaux pays partenaires d'Ukraine ont progressé, eux, de 8%. Quand on regarde là vraiment encore un niveau, on vous zoome un peu plus, donc Mohamed avait préparé ça pour vraiment creuser le sujet de
là, c'est vraiment des importations semaine par semaine, hein, de l'Union européenne pour voir qu'est-ce qui se passe, dans le détail. Donc en bleu, en bas, vous avez les Pays-Bas, c'est ça le histogramme le plus important. Mais vous avez en fait des pays comme notamment, la Hongrie, qui est en orange là et la Slovaquie qui est en jaune. Et ben, en fait, vous voyez qu'il y a des flux qui changent et la Pologne qui est en vert. La Pologne, en fait, finalement, qui a commencé à importer beaucoup, au début là de 2023, finalement, là, c'est plus tellement, ce pays-là qui importe. Par contre, tous les imports qui étaient faits par la Pologne, on va dire, ont été remplacés par des imports maintenant par la Hongrie et la Slovaquie. Donc ça se déplace dans les autres pays frontaliers de l'Ukraine. Mais c'est plus forcément la Pologne. Donc là, on voit qu'il y a des jeux de dominos, on va dire, qui se font, des jeux de vases communicants qui se font entre les pays, de l'Europe de l'Est. Alors pourquoi on parle tant de l'Ukraine? Donc là, c'est pareil, j'essaie de vous faire un petit résumé qui est loin d'être exhaustif, mais de pourquoi on en parle autant de l'Ukraine. Bon, déjà, l'Ukraine, pour rappel, hein, c'est un grand pays producteur de poulet, ça on l'avait déjà dit, pour ceux qui étaient là au précédent, webinaire. Donc 5e exportateur mondial, 450 000 tonnes de volailles exportées, dont 400 000 tonnes sur les 450 qui sont exportées par la société, qui sont produits pardon, par la société MHP, qui est extrêmement tournée vers l'export. Il y a eu des accords de libre-échange qui ont été signés avec l'Ukraine depuis le 1er janvier 2016, d'abord à titre provisoire, puis après une entrée en vigueur au 1er septembre 2017, avec un contingent qui devait être de 40 000 tonnes de poulet sans frais de douane. Donc ça, c'était ce qui était imaginé, conclu dans l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Ukraine. Et en fait, depuis le démarrage de la guerre en Ukraine, de l'attaque de la Russie en Ukraine, il y a eu un soutien en fait de l'Union européenne, pas du tout que pour la volaille, hein, pour un ensemble de produits, pour supprimer les droits de douane. Donc là, il n'y a plus aucun droit de douane, il n'y a plus de contingent sur voilà, tout un ensemble de produits, dont la volaille. On le verra aussi demain pour ceux qui seront là pour les œufs. Qui avait été d'abord signé pour une année, donc c'est vraiment une suspension à titre temporaire, donc c'était pour une année, du 4 juin au 5 juin 2022 à 2023, mais qui a été reprolongé pour 1 an, malgré une certaine levée de bouclier. Parce qu'il faut savoir en fait que, bon, donc nous on entend beaucoup parler en France, mais c'est encore plus fort dans les pays voisins de l'Ukraine qui sont directement en contact avec les flux qui peuvent venir d'Ukraine. Et notamment, la Commission européenne, à force d'entendre râler, se plaindre les pays frontaliers de l'Ukraine qui étaient inondés, alors non pas sur le poulet, hein, mais surtout sur les céréales, Pologne, Roumanie, Hongrie, Slovaquie et Bulgarie, commençaient en fait à vraiment ne pas s'y retrouver du tout dans cette levée des droits de douane et d'être inondés de céréales ukrainiennes. Et donc la Commission européenne a fait quelque chose qui est quand même contraire en fait aux règles européennes, c'est-à-dire elle a fait une restriction, mais uniquement pour certains pays, pour ces 5 pays-là. Normalement, il y a des règles d'un marché commun, donc normalement, il n'y a pas de restriction appliquée à des pays et pas à d'autres, etc. Là, il y a vraiment un changement par rapport à la dogmatique européenne, où normalement, tous les pays doivent être traités de la même façon. Donc, ils ont accepté ça pendant un certain temps, mais normalement, il y avait une levée 15 septembre de cette restriction. Et en fait, il y a 3 pays, Pologne, Hongrie et Slovaquie, dans les 5, qui ont, malgré la levée de cette restriction par la Commission européenne, souhaité la maintenir, donc contraire aux règles du fonctionnement européen. Et du coup, l'Ukraine a porté plainte à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, contre les pays qui ne respectent pas du coup les règles du commerce international, et notamment qui avaient été partagées avec l'Union européenne. Et l'Ukraine, en fait, essaye de retrouver des contacts et des accords avec différents pays. Donc il y avait eu notamment avec la Slovaquie, puis là, plus dernièrement, il y a eu avec la Pologne, où ils sont en train d'essayer de trouver un arrangement pour être sûr, en fait, que les céréales qui transitent par la Pologne ne font bien que transiter, avec des systèmes de licence, c'est-à-dire qu'on a une licence à l'entrée et on doit retrouver la licence à la sortie pour être sûr que les céréales ne s'arrêtent pas en cours de chemin et restent dans le pays dans lequel les céréales vont rentrer dans l'Union européenne. Donc pour l'instant, c'est surtout, je disais, sur les céréales que c'est concerné, mais il y a des points d'alerte aussi sur d'autres produits, et notamment sur la volaille. Et pourquoi je vous ai mis la photo du petit Janus à droite, là, je ne vais pas écorcher son nom, donc je ne vais pas le prononcer. Parce qu'en fait, ce Janus, c'est le commissaire européen à l'agriculture, donc responsable du volet agriculture à la Commission européenne. Et en fait, il est polonais.
et du coup, il faisait partie, des personnes qui étaient plutôt pour, reprolonger, les restrictions, des importations en provenance d'Ukraine pour les pays, d'Europe de l'Est, donc un peu contraire à sa propre commission, aux propres agents, de l'Union européenne de ses services. Et puis il avait même proposé en fait, d'aller beaucoup plus loin et il avait été jusqu'à proposer en fait de mettre en place un système, d'aide à l'export des céréales ukrainiennes vers des pays tiers pour que les céréales ukrainiennes «n'envahissent pas» entre guillemets l'Union européenne, mais puissent partir ailleurs. Donc il avait proposé, qui n'a pas été suivi par ses propres troupes, hein, mais il avait soumis ça d'aider en fait, l'exportation des céréales ukrainiennes vers des pays, d'Afrique, d'Asie et cetera, pour que ça ne vienne pas engorger le marché européen avec une aide à l'exportation, hein, je crois que c'était 25 à 30 € la tonne, pour pouvoir exporter ces céréales ukrainiennes ailleurs qu'en Europe. Donc ça, il y a quand même que l'Union européenne qui est en capacité de faire ce type de schéma. Bon, ça n'a pas été suivi, mais ça montre quand même un peu la fébrilité sur le sujet, vraiment très, très tendu. Alors un peu tendu, on le voit, par chez nous sur certaines filières comme la filière volaille, bien sûr, mais encore plus tendu chez eux, parce ils sont vraiment juste à côté et que tous les flux ukrainiens, se dirigent, vers ces pays, d'entrée vers l'Union européenne. Et donc on va merci, on va continuer du coup avec le focus maintenant sur la France, et on va reparler justement, à la fois des aspects prix, mais aussi des aspects importation-exportation au niveau France. Donc déjà sur la partie production, je le disais tout à l'heure, on le voyait quand on regardait au niveau européen les graphiques, la part qui concernait la France sur les graphiques. On est quand même encore un peu, tributaire de tout ce qui s'est passé, pour relancer, on va dire, la machine après l'année 2022 quand même très complexe. Donc sur les poulets de chair, où ils avaient été quand même relativement moins touchés, on est, pour l'instant sur les prévisions 2023, là on est vraiment sur des prévisions, hein, donc il y a quand même toute une partie de l'année où il faudra consolider quand on aura les chiffres définitifs, mais à moins 1% sur le poulet. Sur la dinde, on est à moins 6,6% et même si on remet sur 4 ans, on est à moins 28%, donc c'est vraiment une érosion, enfin plus qu'une érosion, une descente quand même des abattages de dinde en France. Sur le canard, donc là, on retrouve un chiffre assez positif, mais parce qu'on était vraiment l'année dernière, c'est parce qu'on compare à l'année dernière où on était vraiment dans une année très compliquée pour le canard avec l'IAHP. Donc là, on retrouve plus 8,7%, mais à comparer quand même avec une année 2022 très très problématique pour le canard. Et donc on est quand même à moins 37% en 4 ans sur cette filière. Et sur les abattages de pintade, un peu parallèle, on va dire, on retrouve une croissance d'évolution des abattages, mais aussi avec des années précédentes où il y a eu un peu de descente. Et puis de toute façon, sur cette filière de volaille festive, il faut vraiment attendre, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il faut vraiment attendre la fin de l'année pour savoir quel sera le résultat, puisque c'est dans les derniers mois, et notamment le mois de décembre, que ça va se jouer pour la pintade. Enfin, et dans le canard à rôtir aussi, mais dans une moindre mesure. Si on regarde les abattages de volailles en France, donc là, on n'est pas sur des prévisions, mais on est sur les chiffres réels, mais sur les 7 premiers mois de 2023 par rapport à 2022. Donc au global, on était sur le poulet à 2,3% en hausse, en dinde à moins 10%, moins 18,1% sur le canard à rôtir et plus 28,5% sur le canard gras. Sur le mois de juillet, là, c'est sur un seul mois, donc à prendre avec c'est toujours difficile, hein, de tirer des conclusions sur un seul mois d'abattage, donc il faut peut-être pas forcément regarder avec plus de détails ce mois de juillet particulier, mais sur les 7 premiers mois, on peut déjà avoir une tendance. Et après, comme on le montrait avant, ça dépend un peu de la suite des projections sur le reste, on va dire le deuxième semestre de 2023. Mais on est plutôt quand même sur un redressement, notamment sur le poulet. Alors par contre, ça c'était toute filière confondue. Si on fait le focus maintenant sur les SICO, donc là c'est les chiffres, du Sinalaf. Sur l'inflation, on sait on l'a dit tout à l'heure, hein, sur la consommation, elle a pénalisé beaucoup quand même, le bio. Elle a pénalisé aussi le label rouge, mais dans une moindre mesure. Sur le bio, là, quand on regarde les évolutions entre 2021 en rouge, 2022 en vert et en bleu, on a 2023. Pour les 6 premières périodes de l'année, là, c'est une année, divisée en 13 périodes de même durée. On voit en fait effectivement sur la courbe verte en 2022, il y avait vraiment eu un trou
liées à l'inflation, sur le bio. Donc on avait vraiment une dégringolade sur ces mois-là, c'était un peu redressé, mais sans retrouver les niveaux de l'année précédente. Et là, sur la courbe bleue de 2023, en début d'année, on reste quand même sur des niveaux quand même très faibles par rapport à ce qu'on avait pu connaître, auparavant. Si on regarde juste sur les 6 premières périodes, on est à -9% sur les 6 premières périodes de 2023 par rapport à 2022, mais on était à -25% en 2022 par rapport à 2021 et donc on est même à -36% sur 2 ans. Donc on a quand même vraiment une perte sur le bio qui est important. Sur le label rouge, c'est un peu moins fort, enfin même beaucoup moins fort. Il y a quand même eu une baisse aussi, mais là, sur les 6 premiers mois de 2023 par rapport à 2022, donc vous voyez, c'est la courbe bleue par rapport à la courbe verte. On est plutôt sur une stabilité. Alors, il y a des effets mois, les effets périodes les unes par rapport aux autres, mais globalement, on est sur une stabilité. Mais on avait connu -9% entre 2022 et 2021 et -10% si on regarde sur les 2 années. Donc comparé au -36% du bio, on n'est quand même pas du tout dans les mêmes ratios, mais on reste quand même sur, une perte à 2 chiffres, ce qui est quand même, non négligeable. Quand on regarde ce graphe que vous connaissez tous, je pense, la part du poulet importé dans la consommation qu'on suit, de près. Donc vous avez donc rappel, hein, vous avez la production, qui est ici en orange clair, les importations qui sont en orange foncé et vous avez en fait, ce qu'il faut pour couvrir les besoins de la consommation, sur la somme des 2. Et donc on voit bien que la production de viande de poulet, bon, il y a eu un petit décrochage en 2022 effet IHP. Là, on retrouve plutôt un petit peu, ça a été dit dans les chiffres précédents, un peu de vigueur sur 2023, mais la part des importations reste extrêmement importante. Alors il y aurait un petit décrochage dans les premières estimations, hein. En plus, il y a toujours quelques petits pourcentages, enfin, on n'est pas à la virgule près dans les estimations, donc il faudra vraiment regarder à la fin de l'année ce que ça donne. Là, on serait dans une petite baisse par rapport aux 50,5% de 2022 à 49,8% pour 2023. Mais on reste vraiment à un poulet sur deux, ce un poulet sur deux consommé en France qui est importé. Donc on resterait dans ces mêmes ordres de grandeur. On n'évoluerait peut-être pas plus, mais on resterait vraiment à ce ratio-là. Donc qui est quand même un ratio extrêmement important. Et puis ce qui est intéressant, donc là, ce que j'ai bien précisé, hein, c'est là on est bien sur le poulet. Mais en fait, quand on regarde sur les autres espèces qui étaient quand même, eux, en auto alors l'auto-approvisionnement, c'est quoi? C'est le rapport de la production sur la consommation. Donc on sait qu'en poulet, on était en déficit puisque, on a une importation forte. On a un petit peu d'export quand même avec des marchés, notamment sur le Proche et Moyen-Orient qui restent, hein. Le poulet grand export sur ces marchés-là, il continue, à exister. Par contre, sur les autres espèces, on était dans un taux de auto-approvisionnement, c'est-à-dire qu'on arrivait à produire plus que ce qu'on consommait, jusqu'à l'année dernière quasiment. Et là, en 2023, pour la première fois, donc ça, c'est aussi un signal qu'il faut quand même, regarder avec attention, le taux d'approvisionnement en dinde et en canard risque de plonger sous la barre des 100. Donc 100 ça veut dire qu'on produit autant qu'on consomme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échange, des imports, des exports, hein, pour des questions d'équilibre, carcasse et cetera. Mais ça veut dire que globalement, en tonnage, on produit le même tonnage que, ce qu'on consomme. Donc là, on serait en dessous du seuil des 100 pour la première fois pour ces 2 espèces, sachant qu'on l'était déjà, depuis quelques années maintenant, hein, comme vous le savez pour le poulet et la patate. Voilà. Si on regarde maintenant du coup le focus sur les échanges, donc les exportations françaises de viande de volaille par espèce, elles sont plutôt en baisse pour l'ensemble des espèces avec un plus forte, baisse pour le canard. Donc pareil, on est sur les 6 premiers mois de 2023, donc il faudra regarder sur l'année, globale. Et sur les importations, du coup plutôt, en légère hausse, voire en forte hausse, avec une exception là faite pour la patade, mais on est vraiment là, on est dans des parts relatives, hein, donc attention, les volumes, ça peut rester, finalement assez faible de ce qui est échangé sur le marché de la pintade. Donc là, l'histogramme est peut-être un petit peu perturbant, mais il faut dire que derrière, c'est pas forcément des volumes très importants qui sont concernés. Et par rapport aux questions tout à l'heure qu'il y avait dans le chat sur, de quel pays en fait la France, importe, sa volaille et ben, en fait, on voit, donc ça, c'est le graphe de droite, je viendrai sur celui de gauche ensuite, que c'est vraiment la Pologne qui continue d'être le premier et même de continuer à croître. C'est vraiment le pays duquel on fait le plus d'importations et qui continue à gagner de plus en plus de parts. La Belgique et les Pays-Bas ensuite.
Alors la Pologne, je disais tout à l'heure, c'est plutôt de sa propre production, c'est des produits de sa propre production qu'on importe, principalement, même si on a vu qu'il pouvait y avoir une part ukrainienne qui commence à être un plus importante aussi. Belgique, Pays-Bas, alors ça, c'est plutôt, de l'import-réexport, c'est pas forcément leur propre production nationale. Et puis après, là, c'est pareil, c'est intéressant, c'est qu'on regarde généralement, on met ensemble tous les autres pays de l'Union européenne, mais là, Mohamed avait aussi fait un peu avait été rechercher un peu plus les chiffres. Alors c'est des tout petits volumes, donc attention avec les pourcentages d'évolution sur des tout petits volumes, mais néanmoins, c'est quand même intéressant de voir que la Hongrie, la Tchéquie, des pays sur lesquels on n'apportait quasiment rien, là, on commence à avoir des flux importants. Relativement, hein, on est très, très loin, de ce que peut avoir de Bologne, Belgique ou Pays-Bas. Mais, comme c'est les pays frontaliers de l'Ukraine et qu'on a vu tout à l'heure que c'était des pays qui importaient énormément de l'Ukraine, ça pose effectivement question de savoir, alors soit c'est de leur production nationale qui réexportent vers leurs voisins européens parce qu'eux, ils importent pour leurs propres produits, leur propre consommation de la volaille ukrainienne, soit c'est de l'import-export aussi. C'est là où c'est un petit peu compliqué de faire la part des choses entre les 2 possibilités, les 2 scénarios. Et puis donc à gauche, donc ça, c'est les exportations. Mais vous voyez que c'est pas on regarde attention aux échelles, hein, on n'est pas sur les mêmes échelles entre les importations et les exportations. De la France vers ces pays frontaliers d'une part, donc Espagne, Allemagne, Belgique et cetera, où là on reste, il y a quand même toujours beaucoup de flux intra-européens, hein, sur, importation-exportation. Et puis par contre sur les marchés, on va dire historiques, bah, toujours sur l'Arabie Saoudite, où il y a vraiment, ce marché historique pour la France, de poulet grand export. Donc là qui reste important et puis pour les autres pays, c'est plutôt nos coproduits, donc tous les morceaux, on va dire, qu'on valorise, peu ou pas en France, qui restent, à exporter vers ces pays, que ce soit l'Afrique subsaharienne ou l'Asie du Sud-Est. Donc voilà, donc là, ce qui est important à noter, donc c'est vraiment, ces importations qui sont en hausse, bah, d'un peu tous les pays, mais notamment, on voit des signaux faibles, on va dire, de certains pays sur lesquels on voyait pas grand-chose jusqu'alors, et qui posent question par rapport à la provenance, ukrainienne. Donc là, on était, sur, toutes les viandes de volaille et là, c'est le focus sur la viande de poulet. Donc si on regarde sur la viande de poulet, les importations en France, bah, on retrouve, je ne vais pas détailler parce qu'on en retrouve en fait les mêmes ordres de grandeur que ce qu'on avait sur la volaille de chair, hein. On importe, des mêmes pays que dont je viens de parler, hein, Pologne, Belgique, Pays-Bas avec les mêmes questions que je viens de citer. Heu, donc ça, je ne vais pas forcément, redétailler sur les pays européens et sur les pays tiers, Heu, là attention, parce que vous voyez c'est pareil, on n'est pas sur la même échelle, c'est très faible. La France continue d'importer très peu en provenance directe de pays tiers. On est à peu près en ordre de grandeur à 3 c'est très, très faible ce que la France importe directement depuis les pays tiers. La France importe depuis les voisins européens, principalement. Et donc là, si on regarde, donc les évolutions sont très importantes en pourcentage, mais on est sur des volumes quand même relativement restreints. Mais on voit l'explosion de la partie ukrainienne, ça reste très faible, hein. Quand vous regardez à gauche les importations, on est en centaines de milliers de tonnes, là on est en milliers de tonnes, hein, donc il y a une échelle de milliers quand même entre les 2. Sur la Thaïlande, on reste à peu près dans les mêmes ordres de grandeur et le Brésil, on a une perte, mais que vous pouvez quasiment, mettre en balancement avec, ce qui vient en provenance d'Ukraine, en fait, hein. Il y a des transferts, qui viennent, de l'un vers l'autre avec cette facilité de l'importation ukrainienne comme on a déjà, cité pas mal de fois. Et puis donc, focus, donc là les pays, Pologne, Pays-Bas, on en a déjà parlé, mais c'est focus, c'est un peu sur tous ces autres pays, où ça reste assez marginal pour l'instant, le niveau, mais, où on va dire, on commence à voir quelque chose alors qu'avant on les regardait pas trop. Donc c'est intéressant de regarder ce qui se passe dans tous ces pays d'Europe de l'Est qui sont frontaliers de l'Ukraine et qui commencent à importer, des quantités plus importantes et qui nous réexportent aussi du coup par conséquent des quantités plus importantes. Donc il y a forcément un effet Ukraine. Est-ce que c'est un effet domino de leur production nationale versus, leurs importations pour leur consommation locale? Ou est-ce que c'est directement des imports et exports? C'est ça qui est plus compliqué à tracer, mais en tout cas, c'est des pays, dont il y a une petite tendance de fond là qui se dessine. Donc pour retenir de tout ça, donc la hausse des imports depuis les pays de l'Europe de l'Est laisse penser que ces volumes sont en réalité, en provenance de l'Ukraine avec, je mets toujours des guillemets parce que je vous dis, on a du mal à savoir, ce qu'il en est.
Ça, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder, je sais pas, j'ai pas trop détaillé là-dessus, mais le type d'import quand c'est des OC et cetera, ça peut donner des idées, en tout cas des preuves de l'origine. Les importations de la France en préparation de poulet depuis la Pologne ont inhabituellement progressé puisqu'on a plus 26 et donc ça, c'est pareil, comme c'est des préparations, ça met un peu une suspicion sur l'origine, hein, derrière, plutôt que quand c'est de la volaille entière, bien sûr. Et elle rappelle, préparation, en fait, toute étape, hein, d'un produit, dès qu'il y a, un rajout d'une saumure, d'une marinade et cetera, c'est considéré comme une préparation, donc ça passe dans ce segment-là, dans ce code douanier-là. Voilà et puis, pour terminer et puis après on reprendra encore une phase de questions. Donc à retenir de tous ces éléments-là, donc c'est qu'il y a toujours l'inflation qui est forte avec des changements de consommation, qui sont des scénarios de long terme. Donc le poulet qui continue son ascension, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on voyait depuis très longtemps, qui continue toujours, de se dessiner. La poursuite de la croissance de la RHD, à part l'artefact Covid, qui continue également de continuer. Le ralentissement sur la progression des élaborés, là, c'est un peu, on verra si ça se poursuit ou si c'était juste temporaire, mais ça, par contre, c'est un peu nouveau. Alors, est-ce que ça va être une tendance de fond? Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire, mais là, il y a quand même quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là. Donc ça, c'est une affaire à suivre. Et puis, on voit encore pour la France une production qui est encore impactée par l'IHP, un niveau d'import qui est toujours important en poulet. Donc, il y a l'effet structurel dont on a parlé. Hein, c'est pas du tout que l'effet IHP sur les importations, ça date de bien avant. Mais là, on reste toujours impacté par l'IHP et le niveau d'import, il reste très important en poulet. Quand même 2 signaux importants, c'est les auto-approvisionnements qui vont passer en négatif pour la première fois pour la dinde et le canard, ce qui n'était pas encore arrivé pour la France. Et puis quand même tout ce focus autour de l'Ukraine et c'est pour ça qu'on en parle tant. C'est vraiment cette hausse, avec des croissances à 2 voire 3 chiffres sur, certaines périodes ou certains pays. Et notamment avec un jeu un peu de chaises musicales de qui sont les pays qui importent depuis l'Ukraine. On voit qu'il y a eu un peu des jeux entre la Pologne d'abord, puis après ses voisins européens et frontaliers de l'Ukraine. Et forcément des effets dominos sur les importations en France. Et puis quand même des tensions là sur cet accord de suspension de droits de douane, où il y a quand même pas mal de pays qui montent un peu au créneau. Alors pour l'instant, ça a été le plus exacerbé sur les céréales avec ces 5 pays frontaliers, mais il n'est pas dit que demain ça se propage pas à d'autres pays, qui vont pas accepter de voir un tel déferlement de produits d'origine ukrainienne dans leur pays. Et notamment, ça pourrait être le cas aussi en volaille où il y a quand même pas mal de pays qui se sentent directement, concernés. Bon. Donc merci beaucoup Simon pour, cette présentation. Je pense qu'on peut, terminer maintenant le webinaire. Donc merci à vous, pour vos questions, d'avoir été moteur. Donc, je m'excuse encore moi pour le problème de son que j'ai eu en début de webinaire, C'est résolu. qui s'est résolu et bien sûr merci, aux sponsors CCPA, Biochem et Tecna et je vous retrouve demain pour la partie œuf et lapin. Voilà et juste, pour ceux qui veulent, on a rajouté une petite nouveauté, le questionnaire de satisfaction directement en ligne avec un QR code et donc, je le laisse afficher quelques minutes, ou secondes à l'écran pour que vous puissiez remplir en direct, pour ceux qui le souhaitent. Merci à tous. Merci.